Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, toute la philo en 400 pages, aussi dense que vivante. C'est le tour de force que réalise notre invité. Il faut dire qu'il est coutumier du fait depuis des années. Roger-Paul Droit est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale géographique toute cette semaine sur le thème des glaciers. Question du jour. En 2015, en Alaska, un glissement de terrain dans un fjord a provoqué un tsunami. Quelle a été la hauteur de la vague? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Denis Mercier. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, des fruits et des légumes printaniers évidemment, à volonté. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Roger-Paul Droit, bonjour. Bonjour. Heureux et honoré de vous accueillir. Vous êtes, faut-il le rappeler, philosophe. La Revue internationale de philosophie, citée par un journal qui vous est cher et à moi aussi, qui est Le Monde, vous a qualifié un jour de passeur infatigable. Vous avez notamment été universitaire, professeur de philosophie, journaliste et vous avez publié de nombreux ouvrages avec le souci, je vous cite, de relier constamment histoire de la pensée et temps présent. Vous aviez déjà expérimenté les voyages dans le temps pour nous faire rencontrer de grands penseurs. Vous récidivez avec le formidable Alice au pays des idées qui vient de sortir chez Albin Michel. Une question, une quête, à quoi ça sert de devenir adulte? Roger-Paul Droit, avant de commencer à feuilleter les pages de cet ouvrage passionnant, d'où vous vient ce souci, cette passion, peut-être même cette obsession de populariser la philosophie? Je crois que c'est un devoir des intellectuels. Et probablement l'ont-ils négligé ces dernières décennies, en tout cas à mes yeux. Populariser la philosophie, c'était déjà évidemment le désir de Socrate, le désir de Platon. C'est aussi, et on l'oublie, une des grandes obsessions du siècle des Lumières. Diderot ne fait que cela, finalement, et Voltaire et tous les autres. Et je crois que c'est une nécessité encore plus grande aujourd'hui. Le dispositif de votre nouveau livre, vous l'empruntez à Lewis Carroll, ça va être le voyage. On voyage au pays des idées et pas seulement au pays des merveilles parce que Alice, votre Alice, cherche une phrase qui lui indiquerait comment vivre. Alors comme elle est très moderne, elle se fait des tatouages. Elle cherche la citation absolue. Pour cela va être là. Exactement. C'est une jeune fille d'aujourd'hui et non plus du 19e siècle. Ça n'est plus non plus une petite fille. Elle est plus qu'adolescente. Elle termine ses études secondaires. Et surtout, elle est d'aujourd'hui parce qu'elle est anxieuse. Elle a peur du sort de la planète, elle a peur de l'effondrement de la biodiversité, elle a peur de la violence qui monte, des guerres qui s'annoncent ou en tout cas enflent. Et qui ont déjà lieu. Et voilà. Et puis, elle se demande aussi quoi faire de sa propre existence. Et elle a l'idée, vous venez de le rappeler, de trouver une boussole, quelque chose qui va la guider, une phrase qui la soutiendrait mais lui montrerait le cap en même temps et qui servirait dans toutes les circonstances. Alors évidemment, c'est peut-être un peu naïf comme idée, mais comme elle tombe dans ce pays des idées, qui est, par décision personnelle, un lieu où vivent tous les penseurs, tous les sages, tous les philosophes, tous les savants, tous les théoriciens du monde, mais aussi de toutes les époques, toutes les langues, toutes les cultures, toutes les civilisations, eh bien bravement, elle va aller les interroger et chercher sa phrase, mais Socrate, aussi... à compter aux autres, vas-y, file ta phrase. Voilà. Donne ta meilleure citation. Et découvrir leur doctrine aussi par la même occasion et découvrir ce que c'est qu'une idée. On commence par le commencement, la Grèce antique. On y reste longtemps dans l'Antiquité. 400 pages de livres, il y en a au moins 200 pour l'Antiquité. Parce que ce sont les fondements, évidemment, mais l'Antiquité, elle comprend dans le livre non seulement la Grèce antique, mais aussi les Hébreux, l'Inde, la Chine, une rencontre avec le Bouddha, une autre avec Confucius, une autre avec la Lao-Tse, et puis le Moyen-Âge avec là, je ne parlais pas du Moyen-Âge, je restais vraiment sur l'Antiquité. Vous dites c'est une période... alors il y a une citation que j'ai plus sous les yeux, le axial, enfin le moment... Oui, c'est ce que disait Karl Jaspers. Voilà, Jaspers qui disait ça. La période axiale, pourquoi? Parce qu'on est passé du temps des mythes au temps des doctrines raisonnées et rationnelles, autant que possible, dans le monde entier, à peu près entre le 6e et 5e siècle. Sans forcément que les gens voyagent et que circulent. Au même moment, les mêmes questions se posent, les réponses sont différentes, partout. Aucune ligne directe Athènes, Pékin, à l'époque. Ni Pékin, Bénarès à l'époque. Mais au même moment, on passe
de ce que Marcel Détienne appelait les maîtres de vérité, c'est-à-dire ces grands premiers physiciens qui sont à la fois des penseurs, des scientifiques, mais aussi des mages, pour une certaine manière, d'une certaine façon, qui détiennent une vérité à la naissance, avec Socrate, Platon, Aristote, etc., de la philosophie, c'est-à-dire non plus nous détenons la vérité, mais nous sommes des chercheurs de sagesse. Nous ne savons pas ce que c'est et nous allons nous appliquer à avancer. Avec une obsession pour vous, vraiment, vous l'avez dit, de relier avec le présent. Alice cherche le sens de la vie pour aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas beaucoup de mal pour certains sujets. Je pense notamment aux faux savoirs, hein, qui sont, écrivez-vous, comme les murs d'une prison. On ne peut s'empêcher de penser à la prolifération des fake news aujourd'hui, et au combat croisade quasiment que mène Donald Trump contre la liberté d'informer et contre la science. Sur l'écologie, ça fonctionne aussi. Elle découvre que les idées de Socrate sur le bien et le juste peuvent lui servir dans le combat contre le réchauffement climatique. Oui, bien évidemment, parce que la question de Socrate, comment vivre, ça n'est pas abstraitement, c'est comment vivre en tant qu'humain. Ce que Socrate appelle la vertu, qu'on traduit mal et on ne comprend pas très bien, comme si c'était une chose un peu vieille. Oui, le bien contre le mal. C'est la, comment dirais-je, la meilleure fonction d'un être vivant. La vertu d'un cheval, par exemple, c'est de tirer la charrue comme il faut. Et la vertu humaine, c'est de mener la meilleure des vies humaines possibles, c'est-à-dire d'être à sa place pour les Grecs entre les dieux et les animaux. Mais aussi, aujourd'hui, on peut tout à fait l'adapter très facilement à notre meilleure place dans les équilibres terrestres. Et il y a cette idée du faire, parce que parmi les messages qui parcourent absolument tout le livre, pour le coup, les actions dépendent des idées. Absolument. Ce qu'elle découvre, Alice, et ce que j'espère découvrir les lecteurs avec elle, c'est que les idées ne sont pas une sorte de domaine abstrait où on jouerait comme on joue aux échecs ou à des problèmes de bridge qui peuvent être tout à fait passionnants, mais ce sont nos grilles d'existence, les manières que vous avez de vivre avec les autres, dans votre travail, avec vous-même, en politique. Tout ça procède des idées. Et tout ça procède des idées que vous avez. Et si vous commencez à examiner ces idées, parce que c'est ça la seule définition de la philosophie, à mon avis, de sa démarche, c'est de regarder de quoi les idées sont faites, si elles tiennent le coup, si elles sont solides ou illusoires. Eh bien, si vous regardez cela, vous réorganisez vos idées, vous pouvez réorganiser vos actions. Je continue à tirer le fil d'Alice, oui. Jeune femme de son temps, très éveillée notamment à la cause des femmes. Alors par la force des choses, même si vous faites des efforts pour n'en oublier aucune, elle n'en croise pas beaucoup, au moins au début dans son voyage. Pourtant, vous montrez par petites touches que les femmes sont présentes depuis le début de la grande histoire de la pensée. Évidemment. Et pas seulement comme épouses, sœurs ou autres. Elles sont déjà là, chez les Grecs, présentes, une des premières... Hipparchia. Oui, et voilà, Hipparchia qui dit-on, parce qu'elle tombe amoureuse d'un moche cynique, choquait tous ses contemporains parce qu'elle faisait l'amour dans la rue avec son mari, parce que les cyniques, Diogène, que nous connaissons, c'est l'idée que les conventions n'ont pas d'importance, que la sagesse consiste à vivre selon la nature. Alors elle est un peu choquée, Alice, de découvrir ça, mais elle comprend surtout qu'il y a un fil directeur qui ne cesse finalement de s'affirmer de siècle en siècle, où les femmes s'affirment, et évidemment les Lumières. Et ça culmine quand même au XXe siècle. Et ça culmine au XXe siècle avec Anne disons à partir de la Révolution et ensuite au XXe siècle. Voilà. C'est un livre qu'on peut lire d'une traite et c'est ce que je conseille. On peut aussi piocher puisque finalement chaque chapitre forme comme une petite monographie sur un grand philosophe, sur ses idées. Il se conclut par cette fameuse citation commentée qui peut se révéler tout à fait utile dans une dissertation parce qu'en fait de manière... on sent quand même le prof qui ne s'oublie pas quand vous écrivez, même si c'est bien planqué. Mais c'est assez facile en fait d'utiliser tout ça comme un manuel de philo. Bien évidemment, ce que je n'ai pas... du plaisir de lire, quoi. J'ai fait des manuels, j'ai fait des livres de pédagogie, mais là, j'ai voulu garder ce contenu, mais dans un roman pour qu'on sente et qu'on comprenne l'évolution intérieure et la démarche, finalement, et les attitudes. Ce qui m'intéresse, bien sûr, ce sont les doctrines, et elles sont là, mais c'est surtout de faire ressentir de l'intérieur ce qu'est l'attitude des stoïciens, par exemple, des bouddhistes, pour un autre exemple. Enfin bref, l'idée que
finalement, une doctrine, ça n'est jamais abstrait, c'est aussi une posture dans l'existence. J'en ai marre, je fais quoi ici? Je visite un musée, j'apprends l'histoire de la Chine ancienne, celle de l'Inde antique, de la Grèce d'autrefois, des Hébreux, et alors le climat se dérègle, la température monte, les gaz à effet de serre s'accumulent, et l'on m'emmène rencontrer Épicure, Marc Aurèle, Confucius et compagnie, que des gens qui n'ont jamais connu nos problèmes, c'est nul. Bon, je voulais lire un tout petit extrait du texte pour donner quand même une idée à la fois de la plume, du souffle, du ton de ce Alice au pays des idées qui vient de sortir chez Albin Michel, et si vous le voulez bien, on continue à en parler. Juste après l'Anti-Sèche, on va réviser autre chose, c'est les glaciers, mais certains étaient là au moment et parfois même bien avant l'Antiquité grecque. Dans l'Anti-Sèche, on teste notre culture générale tous les jours sur School TV et on le fait cette semaine sur la géographie avec vous, Denis. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Denis Mercier, professeur de géographie à Sorbonne Université, auteur de ce très riche atlas des glaciers aux éditions Autrement avec des cartes signées Gaël Sutton. Notre question aujourd'hui, en 2015, en Alaska, il y a eu un glissement de terrain dans un fjord qui a provoqué un tsunami. Quelle a été la hauteur de la vague? 190 mètres. 190 mètres, 2 étages de la Tour Eiffel. C'est même peut-être un peu plus. C'est colossal. Oui. C'est complètement dingue, quoi. Oui, parce que la fonte des glaciers les glaciers n'appuient plus sur les parois des fjords, et donc cette disparition des glaciers entraîne la décompression des parois, et les parois donc peuvent s'écrouler dans les fjords et créer des vagues de tsunami. Qui peuvent, étant donné la configuration des fjords très étroite, prendre une hauteur incroyable et une vitesse, et ça va se propager sur les fjords. Alors heureusement, dans le cas de l'Alaska, il n'y a pas eu de victimes parce que c'est une région inhabitée. Voilà, mais ça a quand même détruit la végétation, érodé le littoral, ça a fait des tas de dégâts sur la nature. Mais parfois, ces écroulements de parois liés à la fonte des glaciers et à la fonte du pergélisol de parois, la fonte du... Ah oui, parce que c'est un mot qu'il faut qu'on apprenne cette semaine. Oui, le pergélisol ou le permafrost, qui est le sol ou les roches gelées, qui contribue à faire que le glacier le glacier tient et que les parois aussi tiennent. Quand les deux disparaissent, liés au réchauffement climatique, la fonte des glaciers et la fonte du pergélisol, ces écroulements de parois qui tombent dans les fjords parfois entraînent des victimes, comme ce fut le cas à Karat, dans le fjord de Karat, à l'ouest du Groenland, en 2017, où là, les vagues étaient moins hautes, mais en revanche, ont pu, à des dizaines de kilomètres du lieu de l'effondrement de la paroi, entraîner une destruction d'un village. Alors, 190 mètres, c'est de la rigolade par rapport à un tsunami qui aurait été généré, alors si je vous trouve bien, au début de la déglaciation holocène de l'Arctique. C'était quand ça? C'était il y a une dizaine de milliers d'années, au moment où les glaciers, où on bascule entre la grande période glaciaire qui a donné ces grands glaciers qu'on retrouve dans les Alpes aussi, jusque sur les Piémonts, à l'interglaciaire dans lequel nous vivons, dans une période de réchauffement climatique. Et donc là, effectivement, la déstabilisation des parois a été très importante. 280 mètres de hauteur. Exactement. Ce tsunami-là, on est quasiment jusqu'à la hauteur de la Tour Eiffel. Ce qui fait que ça fond les glaciers, alors vous l'avez dit, donc c'est le réchauffement climatique, aucun doute là-dessus, et c'est un double effet, c'est-à-dire que si moi je dis permafrost parce que j'ai appris permafrost à l'école, mais si vous me le prenez, parce que pergélisol pergélisol, c'est le mot français, mais on peut utiliser le permafrost sans aucune difficulté. Voilà, donc effectivement, on imagine bien, si le permafrost se réchauffe, la glace fond, la partie qui est au contact fond, et ça tombe. Mais ce n'est pas la seule raison. De l'écroulement des parois. Alors, c'est l'appel au vide aussi. C'est-à-dire qu'on a des configurations topographiques qui font que les parois peuvent faire plusieurs centaines de mètres de hauteur, voire plus de 1000 mètres de hauteur. Et les glaciers qui n'appuient plus, qui ne tiennent plus les parois, ces parois vont tomber, soit dans les massifs alpins européens, c'est le cas de la face ouest des Drues, qui s'écroule, et le célèbre pilier Bonatti, qui s'écroule, qui s'est écroulé. Et dans les milieux polaires, Alaska, Groenland et autres, ce sont donc la disparition à la fois des glaciers et la disparition de ce permafrost de parois. Voilà, dernière petite précision sur ce sujet de comment fondent les glaciers, c'est qu'il y a également la nature de l'eau. C'est-à-dire quand elle est un peu chaude et salée, c'est quand même moins bien que si elle est froide et pas salée. Oui, ça accélère la température de l'eau de mer. Ça on comprend bien, mais le sel aussi. Oui, ça entraîne aussi une accélération de cette fonte des glaciers.
Voilà, et des tsunamis dans les fjords. Merci beaucoup, cher Denis, de nous avoir décodé ce phénomène, ce mécanisme. L'Atlas des glaciers, c'est aux éditions Autrement, signé Denis Mercier et Gaël Sutton pour ce qui est des cartographies. Denis, on se retrouve une dernière fois cette semaine pour répondre à la question suivante. Ce sera demain. À quelle époque, pardon, j'en perds ma voix, à quelle époque est né le tourisme glaciaire? Grand oral, la suite. Alice au pays des idées qui vient donc de sortir chez Albin Michel, signé Roger Paul Droit, la moitié du livre donc pour l'Antiquité, environ 200 pages. Et ensuite on joue un petit peu à saute-mouton pour atterrir d'abord au Moyen-Âge. Et là encore on rencontre des problématiques furieusement contemporaines, notamment autour de la croyance religieuse à l'époque. Être croyant, écrivez-vous, ce n'est une option pour personne. Cela reste vrai pour des milliards d'êtres humains aujourd'hui quand même. Tout ça ce sont des sujets de maintenant. Absolument, oui. Ce que découvre Alice et les lecteurs avec elle, c'est justement le poids énorme dans l'histoire, et encore aujourd'hui, de l'idée de Dieu. C'est ça. À partir du moment où on a le sentiment et la conviction intime que la vérité a été révélée, quel que soit le texte qui en a fait qui transmet cette révélation, alors évidemment, le regard sur soi-même, sur son destin, sur le monde, sur la politique, sur les autres, sur les guerres, tout cela change radicalement. Et elle découvre aussi que, pas nécessairement, mais souvent, c'est un possible vecteur de fanatisme. Elle assiste à un meurtre commis, un meurtre historique, celui de la philosophe Hypatie à Alexandrie, où cette jeune mathématicienne, une des dernières philosophes païennes très populaire dans la ville, est lapidée par une troupe de moines chrétiens fanatiques. Alors, il y a eu des persécutions, évidemment, de Dioclétien et de Néron et d'autres envers les chrétiens. Oui, voilà. Là, c'est une vraie persécution, à l'époque, des moines chrétiens fanatisés, des premiers chrétiens, sur cette philosophe païenne. Et ce qu'elle découvre avec stupéfaction, c'est des choses qui existent, évidemment, dans notre époque et comment, c'est qu'on peut tuer avec le sentiment de bien faire, de commettre, de remplir son devoir, et non pas de commettre un acte de barbarie, mais d'être justifié au pire par une sorte de vérité absolue. On passe au XVIe siècle, avec notamment Galilée. Ça y est, la science commence sérieusement à grignoter la croyance. Et évidemment, ça va culminer au XVIIIe, le fameux siècle des Lumières. Voilà, parce que vous avez rappelé la grande colère d'Alice. À un moment, oui. Elle en a marre. Elle en a marre parce qu'elle ne voit pas assez, bien on a beau lui expliquer, etc., elle ne voit pas assez nettement, assez fort le rapport entre ces grands socles de la pensée et puis ce qui l'anime, c'est-à-dire comment combattre le réchauffement climatique, que faire pour sauver la planète, etc. Et les énergies fossiles et tout ça, tout ce qui la préoccupe. Et alors, ce qui lui est proposé, c'est de changer un peu de braquet, si j'ose dire, de régime, et d'aller comprendre comment s'est mis en place le monde où nous sommes et celui de l'expansion, de l'exploitation, de la maîtrise de la nature, qui commence effectivement essentiellement à partir de la Renaissance, du règne des sciences, et puis de l'industrialisation du monde. Pour nous aider à comprendre, vous utilisez notamment l'opposition Voltaire-Rousseau. Alors là, je me suis marré à plusieurs endroits en vous lisant d'ailleurs. Mais donc, c'est pas compliqué. Si vous voulez vous en souvenir, Voltaire, c'est le glyphosate, Rousseau, c'est la permaculture. Voilà, c'est une remarque qu'elle fait. Mais bien sûr, parce que l'un et l'autre incarnent deux attitudes vis-à-vis du progrès. Rousseau, il aime finalement la mondialisation, les progrès techniques. Quand il écrit « Le paradis où je suis », c'est pour dire parce que j'ai un carrosse avec des bons ressorts, que je bois du thé de Chine, que du café de Saint-Domingue, et tout ça est très bien, et que être heureux, c'est d'abord s'enrichir. Mais oui, mais ça peut se défendre, et ça n'est pas non plus Voltaire n'est pas un méchant homme pour autant. Mais évidemment, avec Rousseau, elle découvre la critique des méfaits de la technique, elle découvre le soupçon que le progrès est au moins à double face, et comme en plus ce garçon joue bien du clavecin, qu'il danse et qu'il a une jolie figure, eh bien Alice tombe un peu amoureuse de Rousseau. Mais il est interdit
aux résidents du pays des idées d'avoir des relations avec les visiteurs. Leurs jeunes visiteuses quand même. Oui. Nous avez fait un monde j'ai essayé. Safe, un free space. Le philosophe qui parle en dernier, c'est vous. C'est moi, oui. Et vous donnez 5 conseils à Alice. Oui. Et je voudrais bien qu'on les détaille. Le premier conseil, c'est lis. Lis, oui, et lis tout. Lis tout, lis des romans, lis des essais, lis des livres de technique, de documentation, d'histoire. Et pourquoi lire avant de dire regarde ou documente-toi ou fais des dossiers? Je ne suis pas un nostalgique absolument, comment dirais-je, fixe du livre, et je crois qu'il y a 1000 façons, et ici on le sait particulièrement bien, il y a 1000 et 1000 façons de s'instruire, de s'éduquer, d'apprendre, etc. Mais il n'en reste pas moins que le livre papier n'actionne pas dans les neurones la même chose, mêmes circuits, voilà. Et donc de scroller un smartphone. Je lui conseille de lire parmi d'autres choses, mais de ne jamais oublier la lecture parce qu'elle est essentielle. Réfléchis. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre, il ne suffit pas de lire, d'emmagasiner des informations, il faut revenir dessus, il faut toujours, et c'est ça qu'elle découvre dans la réflexion, se demander l'inverse. Penser contre soi-même. Voilà, penser contre soi-même, penser contre chacun. Parce qu'elle est accompagnée dans le livre, Alice. Ah oui, alors elle n'est pas toute seule. Il y a la fée, les souris, kangourous qui portent un autre nom. Enfin, il y a voilà, mais la fée objection, elle est chargée à chaque fois qu'elle entend une idée, d'opposer à cela des arguments. Et c'est ainsi, si je en parle maintenant, parce que c'est ainsi qu'on réfléchit, si vous voulez. C'est bien évidemment en passant à l'opposé. Et ensuite, il ne s'agit pas de détruire l'idée par un argument opposé. Il s'agit d'une certaine manière de la mettre à l'épreuve. Et de la discuter. Et donc de la nourrir. Et c'est ça le début de la philo, vous l'expliquez aussi très clairement. Ce n'est pas forcément d'avoir appris par cœur tout Socrate, tout Kant ou tout Nietzsche, même s'il faut les avoir lus. Mais c'est surtout d'être capable de formuler du raisonnement. Le troisième conseil, il y en a 5. Aime. Aime, oui, bien sûr, parce que elle entend Aristote dans un cours, mais c'est aussi dans les... Au lycée. Le vrai lycée. Oui, absolument. Elle l'entend dire « Sans amis, personne ne choisirait de vivre ». Et elle est enthousiaste de cela, mais aime selon l'éros, évidemment, aime érotiquement, aime amicalement, et enthousiasme. Toutes les, si vous voulez, il me semble que toutes les formes de l'attachement, de l'intérêt, de l'éveil, de l'étonnement sont des formes d'amour. Alors là, vous vous dites, il est sympa, Roger-Paul Droit, surtout pour un philosophe et tout, parce que quand même, lit, réfléchit, aime, puis on arrive au 4. Travail. Oui, parce que travail, c'est-à-dire transforme le monde. C'est la vieille phrase de Marx que chacun connaît. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer, mais c'est aussi tout simplement le fait que si les pensées, si les idées ne servent qu'à décorer l'esprit, c'est déjà peut-être pas mal, mais c'est pas grand-chose. Et évidemment, travail, c'est-à-dire agis et fais ce que tu as à faire. Et le dernier, vous dites que c'est le plus important et sans doute le moins évident, est confiance. Et oui, et c'est ce dont elle a le plus besoin. En fait, elle comprend, mais elle va avoir à le poursuivre, que... l'humanité vit depuis des milliards d'années, ou en tout cas plusieurs millions d'années, à traverser des moments, je suppose, beaucoup plus périlleux et beaucoup plus, mortels que ce que nous traversons, mais c'est battu. Et il faut garder, il ne s'agit pas de rassurer, comme ça, de faire la bisounours, mais il faut garder en tête l'idée que le monde n'est jamais achevé et qu'il est toujours à poursuivre. Et si vous en doutez, vous lisez et vous faites lire autour de vous Alice au pays des idées. Ça vient de sortir chez Albin Michel. Comment vivre? Un lumineux roman pour découvrir la philosophie. Ça, c'est la petite pub en haut qui le dit. Mais moi, je peux vous dire que je confirme tout à fait. C'est lumineux. Tout comme c'est lumineux de vous recevoir, Roger-Paul Droit. Merci beaucoup. Vous restez avec nous? C'est jour de cantoche. Comment ne resterait-il? Ah bah alors, Sandra Ferreira, plateau repas.
On est le 20 mars, c'est le jour du printemps. Avec lui, profusion de fruits et légumes frais. Et donc, quoi de mieux que de manger des produits de saison? Pour cela, qui de mieux pour nous conseiller que Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. C'est le plateau repas de la semaine. Petit rappel, pourquoi est-il si intéressant de manger des fruits et légumes de saison? Alors, c'est important de manger des fruits et des légumes de saison parce qu'on a des produits plus frais, plus nutritifs, plus savoureux et meilleur pour l'environnement. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ça permet aussi, surtout, de soutenir l'agriculture locale en respectant les cycles naturels de la terre. Et donc, vous allez préserver votre santé et vous contribuez aussi à un mode de vie plus durable et plus respectueux de la planète, Emmanuel. Une source de jackpot, votre affaire. Alors, dans la famille des fruits de saison, qui nous conseillez-vous? Eh bien, je commencerai par les fraises. Entre nous, c'est un de mes fruits préférés. Je ne sais pas pour vous, Emmanuel. Une petite crème fouettée. Non, pas forcément, juste nature. À chaque fois, j'essaye de mettre des trucs... Mais c'est dommage de cacher le goût de la bonne fraise. On en voit plein dans les marchés, c'est vrai, depuis la semaine dernière. Ça envahit les marchés et c'est tant mieux parce que non seulement elles sont délicieuses, comme je l'ai dit à l'instant, mais elles sont aussi riches en vitamine C. C'est un antioxydant assez puissant qui va soutenir le système immunitaire, qui va en fait ralentir le vieillissement de vos cellules et qui va favoriser l'absorption du fer. Donc on est plutôt pas mal. Comme c'est un fruit, c'est riche en fibres, donc la fraise est riche en fibres, ça c'est bien pour le transit intestinal entre autres. Et puis c'est peu calorique, n'ayez pas peur des fraises, même si ça ressemble à des petits bonbons, c'est peu calorique, vous pouvez les consommer fraîches, sans forcément de crème fouettée, en salade, dans des desserts légers, comme des mousses ou des compotes. Ah voilà, des mousses. La rhubarbe, j'en ai vu aussi sur les marchés. Mais la rhubarbe, pas très bien cuisinée tout moi je trouve qu'elle n'est pas très mise en avant, cette rhubarbe. Ça fait partie de mon deuxième fruit préféré, je fais ce que je veux, c'est ma chronique, donc je ne parle que des fruits que je préfère. Donc elle fait son retour. Botaniquement, il faut savoir quand même que c'est un légume, ça pousse comme un légume. Mais pour les diététiciens, c'est un fruit. C'est un goût un peu, pour ceux qui ont essayé, sucré acidulé, voire plus acidulé que sucré à vrai dire. Et c'est une source importante de vitamine K. Ça, on en parle un petit peu moins. Elle est importante pour la coagulation sanguine. De rien. Donc c'est important aussi pour la santé osseuse. Et elle va contenir des fibres, cette rhubarbe. Attention, la rhubarbe ne se mange pas crue, on la cuit parce que à haute dose, si jamais vous vous amusez à manger de la rhubarbe crue, à haute dose, il y a un composé toxique dedans. Et encore pire, les feuilles ne se consomment ni crues ni cuites. D'accord. Évitez. Donc rhubarbe. Cuite. Voilà. Sans feuilles. Sans feuilles. Ça nous fait des fruits. Avec la rhubarbe, faux fruits, mais valeur de fruits pour les nutritionnistes. Côté légumes. Côté légumes, les asperges. Vous aimez ça? Les blanches, les vertes. Avec une petite sauce mousseline, les asperges, il n'y a rien de tel. Il faut arrêter avec les sauces là, Emmanuel. Non, si c'est vrai, avec une petite sauce mousseline, c'est délicieux. Mais on peut aussi les savourer comme ça, juste à même la terre quasiment. C'est vraiment un des légumes les plus emblématiques du printemps. C'est source de vitamine B9, en fait c'est la folate. C'est un nutriment essentiel pour la formation des cellules sanguines et le bon fonctionnement du système nerveux, très important pour les femmes enceintes puisque ça permet de prévenir certaines malformations du fœtus. Et elles sont riches en fibres, ces asperges. Alors moi j'aime bien les déguster grillées juste comme ça. J'avoue que c'est sympa grillé. Avec un petit trait d'olive. Oui, on est très bien. Vous pensiez? Elle a toujours la trouille quand je veux rajouter un truc. Qu'est-ce qu'il va me mettre? J'ai eu peur, ça s'est senti dans ma voix. Il va encore me mettre une saucisse de morteau dans mes lentilles. J'adore. Non, un petit trait d'huile d'olive, on a le droit. Vous avez dit que l'huile d'olive, on a le droit. C'est très bien. Bon, alors. On a le droit à tout. Bon, les radis. Les radis, oui. Ça apparaît, là, ces petits légumes croquants, avec ce petit piquant plus ou moins fort. Ça permet de rajouter de la fraîcheur à vos repas. Et là encore, on peut les manger crus en salade, les déguster avec un petit peu de fromage frais. On est pas mal. Et du pain complet. Vous aimez ça? Voilà, mais oui, un délice. C'est un délice. Génial. On est prêt. J'ai essayé de me mettre aux couleurs du printemps. C'est extrêmement réussi. Voilà. Faudrait faire une petite chronique... sauce et autres crèmes fraîches pourquoi pas de diététique. Tiens. Parce que Sandra, elle a un truc chouette, c'est qu'elle est pas quand même, c'est pas régime. On a le droit à des petits plaisirs. Oui, c'est pour ça qu'elle taquine. Voilà, et elle a plein de petits trucs sympathiques. Moi, je dis que ça peut être bien ça. C'est notre y compris avec les enfants, les pas-enfants, parfois pour Oui. manger des fraises, c'est bien de mettre un truc, donc autant que. Très bien. C'est compris? À la prochaine. Ok, ça va être formidable. Bon, c'était passionnant, manger des rhubarbes, mais faites-les cuire et sans les feuilles. Sandra, merci mille fois. Roger Paul Roy, merci mille fois. Merci d'avoir apporté évidemment votre immense culture, votre grande intelligence, mais aussi le sourire. C'est important de parler de ces sujets avec le sourire quand même, de ces sujets graves. Ça me paraît essentiel parce qu'on confond la gravité des sujets qui sont importants, qui sont essentiels, avec l'ennui. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas parler de choses importantes, graves,
danse éventuellement, sans s'amuser. On peut s'amuser, on doit. C'est une philosophie qui nous convient tout à fait sur School TV en général, dans cette émission en particulier. Merci à tous les deux. Roger Paul Droit, je redonne le titre du livre Alice au pays des idées. Ça vient de sortir, c'est chez Albin Michel. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Héloïse Merlin à la réalisation. Mani Pézèche, que vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.